On est dans la commune du Gévaudan. Bon, aujourd'hui ça fait partie du Cantal, de la Lozère et de la Haute-Loire, mais bon, restons dans le passé et disons qu'on est en Auvergne, d'accord? Des prairies et des landes à perte de vue, une terre connue pour son bétail. On y a l'habitude des attaques de loups, parfois même mortelles. Mais pas de quoi alarmer les gens. La plupart des bergers envoient simplement leurs chiens et parfois c'est même les enfants qui vont les chasser avec leurs bâtons. Mais ça c'était avant le 30 juin 1764. Aujourd'hui, on s'attaque au plus célèbre monstre français, la bête du Gévaudan. On peut même remonter à l'année d'avant puisqu'on y recense une série d'attaques à Vienne, en France, pas en Autriche. On parle d'un animal de la taille d'un très gros loup, marron clair avec une grande raie noire sur le dos, un ventre d'un blanc sale, une tête ronde, des poils sur la tête et près des oreilles en forme de houppe, peut-être un punk, et une longue queue touffue retroussée au bout. Quelques mois plus tard, la bête évite tous les moutons pour se jeter directement sur un enfant de 14 ans qui va être sauvé par ses amis. Est-ce que c'est la première attaque de la bête du Gévaudan? Quoi qu'il en soit, il faudra attendre presque un an pour qu'une nouvelle attaque ait lieu. Et une femme qui gardait son troupeau est grièvement blessée. Cette fois-ci, les témoins vont directement parler d'un loup, mais beaucoup plus gros, de la taille d'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu, teinté de rouge, sûrement du sang de ses victimes. Je suis peut-être un tout petit peu trop dramatique là. Cette bergère a survécu à l'attaque, mais quelques jours plus tard, c'est une adolescente de 14 ans, Jeanne Boulet, qui va être à son tour victime de la bête. Malheureusement, elle ne survivra pas à ses blessures. La bête a fait sa première victime. On raconte même que sa tête a été retrouvée 8 jours plus tard, peut-être un prémisse de la Révolution. Ou alors un fan d'Alice au Pays des Merveilles. La dernière fois, on a vu le chapelier, là on voit la reine de cœur. Oh mais mon Dieu, mais tout est lié! Le lendemain, c'est un garçon vacher qui est attaqué, et le même jour, la bête attaque un second garçon. Celui-là va se cacher dans son troupeau, un peu désespéré, et par chance, des chasseurs vont passer par là, et vont voir la bête rôder autour de l'enfant. 2 d'entre eux vont tirer sur la bête. Elle va tomber, se relever, et tout de suite s'enfuir. Et personne n'a pu la rattraper. Cette fois-ci, c'est sûr, une bête rôde dans le Gévaudan. Et beaucoup plus dangereuse que les loups dont on a l'habitude de voir. Vous vous en doutez, on n'est pas resté à attendre sagement les attaques de la bête. Il y a des actions qui ont été mises en place par les gens du coin, mais aussi par l'État. Allez, je vais vous présenter le top 3 des attaques menées par l'État pour vaincre la bête. Et vous allez voir, c'est pas très concluant. Le 3 novembre 1764, 56 dragons. Alors je vous arrête, des dragons c'est des cavaliers. Non, parce qu'au début, moi quand j'ai lu ça, j'étais presque sûre que j'allais voir Daenerys arriver et puis c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus rapide. 56 dragons marchent jusqu'à Saint-Chély-d'Apcher, dirigés par leur capitaine, Duhamel. Il va organiser des grandes chasses où des milliers de paysans vont participer. Mais étrangement, comme si la bête était au courant de ces battues, ils ne vont jamais tomber sur elle. Elle sera toujours à des lieues de l'endroit où ils sont en train de chercher. Bon, rapidement, les gens du coin en ont ras-le-bol. Les dragons saccagent les cultures, réquisitionnent tout le temps les gens, et aussi leur demandent tout le temps de leur fournir des vivres pour eux et aussi pour leurs chevaux. En même temps, c'est des dragons, ça prend de la place. Comme il n'y a pas vraiment de résultat, le capitaine Duhamel a dû quitter le Gévaudan avec ses 56 dragons. En février 1765, un nouveau concurrent monte sur le ring. Reconnu comme le plus grand chasseur de loups de France, veuillez l'applaudir, le louvetier Jean-Charles Marc-Antoine de Neval. Il aurait, selon la légende, abattu 1200 loups. Donc il arrive un peu dans le Gévaudan, les mains dans les poches, en se disant qu'il va tout simplement abattre son 1201e loup. Ah, cute. Vous vous en doutez, ça n'a pas été aussi facile. Et après les paysans qu'il réquisitionne trop, ce sont les autorités et les notabilités du coin qui commencent à lui tourner le dos. Tout au long de la situation, les de Neval vont organiser beaucoup de battues, la plupart le dimanche et les jours fériés, pour essayer d'apaiser les tensions. Mais ça ne va pas arrêter la bête. Accueillons maintenant notre top 1 ultime des chasseurs du Gévaudan. Et pas des moindres, c'est une célébrité, puisqu'il s'agit du porte-arquebuse et du lieutenant de chasse de Louis XV, le roi de France. Je vous présente Antoine de Beauterne. Il faut savoir qu'on sort de la guerre de 7 ans, qui a opposé pas mal de pays et qu'on pourrait qualifier de guerre mondiale, mais qui a surtout opposé la France et l'Angleterre. Pour la faire courte, on a perdu. Donc Louis XV n'est pas vraiment bien vu par le peuple. Et juste pour la blague, juste avant on avait Louis XIV, aka le roi soleil, et juste après, Louis XVI. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Changement tactique. Cette fois-ci, c'est terminé les battues. Maintenant, on va prendre 2 personnes et les poster de nuit à certains endroits stratégiques. Bon,
Antoine et Deneuval ne s'entendant pas, et comme en plus ce dernier avait totalement échoué à sa mission, il a dû quitter la région le 18 juillet. Et comme dirait un grand homme, c'est ciao. Antoine était apprécié des habitants, mais les attaques se multipliaient et il était assez déconcerté. Il était pressé d'en finir parce qu'il devait vite retourner avec le roi, je vous rappelle, et rien ne s'arrangeait dans le Gévaudan. C'est alors qu'un miracle va se produire au bois du Pommier en 1765. Antoine va tuer un grand canidé. Disséqué et examiné, il y a plusieurs témoins qui vont dire reconnaître la bête. La dépouille va être emmenée jusqu'à Versailles pour être à nouveau examinée et empaillée et exposée dans les jardins du château. Antoine est de retour auprès de Louis XV et l'histoire s'arrête ici. Pardon ? Ah non, je crois pas, non. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah, t'oublies tout le temps de dire des trucs, cette fois je suis allée vraiment vérifier. En plus, tu commences à dire vraiment n'importe quoi. Oui, pour le roi, ça s'est arrêté ici. Mais dans le Gévaudan, les attaques vont reprendre seulement après quelques semaines et vont faire de nouvelles victimes. Le roi n'y prête pas attention. Et cette fois-ci, les habitants vont devoir se débrouiller tout seuls. Surtout que ces hommes avaient déjà bien galéré la première fois, donc bon, ras la couronne. Hein. Et c'est donc le 18 juin 1767 que la bête va faire une dernière victime, un enfant. Le lendemain, Jean Chastel, un habitant du coin, va croiser un énorme canidé immobile. Il va tout simplement viser et tirer. Cette fois-ci, la bête du Gévaudan n'est plus. La dépouille va être une nouvelle fois amenée à Versailles, mais avant ça va faire un petit détour dans le pays, histoire de montrer qu'on a tué la bête du Gévaudan par les habitants du Gévaudan. Elle est arrivée dans un tel état de putréfaction qu'elle a directement été enterrée. Jean Chastel n'est pas vraiment remercié pour ce qu'il a fait. Je vous rappelle que pour le roi, c'est Antoine qui l'a tué il y a 2 ans déjà. Mais dans son pays, Jean devient un héros. Au final, entre le 30 juin 1764 et le 19 juillet 1767, c'est entre 88 et 124 attaques de la bête qu'on déplore, la plupart mortelles. Faut aussi savoir que je vous ai parlé des coups que l'État avait fait pour essayer de vaincre la bête, mais les gens du coin, les villageois, n'étaient pas en reste non plus, et eux aussi ont tenté des choses qui ont eu plus de succès au final que l'État. Par exemple, Portefaix, un enfant va se faire attaquer un jour par la bête avec ses amis et il va s'armer de courage et défendre ses camarades en attachant leur couteau au bout de leur bâton pour pouvoir le planter dans la bête et essayer de la faire fuir. Ça a été un succès. Il fut du coup récompensé, on va lui payer son éducation et à l'époque c'était totalement fou. Bon, manque de peau, à un conseil des régions, on va proposer une prime de 2000 livres, soit l'équivalent de 5000 € aujourd'hui, à quiconque tuera la bête. Et là, c'est 5 personnes qui vont mourir en tentant de remporter le pactole. Ouais, Squid Game avant l'heure. Squid quoi ? Non, rien, t'inquiète. Le dimanche 11 août 1765, une nouvelle battue est organisée. Mais ce jour-là est connu comme étant l'exploit de la pucelle du Gévaudan. Quand Marie-Jeanne, 20 ans, attaquée par la bête avec d'autres paysannes, va planter sa lance dans la poitrine de la bête qui va tomber dans la rivière et se laisser porter. L'histoire va remonter jusqu'aux oreilles d'Antoine. Souvenez-vous, c'est le porte-arquebuse là et lieutenant de chasse de Louis XV qui va se rendre sur les lieux et va retrouver des traces similaires à celles de la bête. C'est d'ailleurs lui qui surnomme Marie-Jeanne la pucelle du Gévaudan dans une lettre qu'il a adressée au ministre. C'est bizarre ce nom, hein, la pucelle du Gévaudan. Tout à l'heure, le gamin qui a fait son exploit, on l'a pas appelé le puceau du Gévaudan. Tout ça est très démodé. Nous sommes au XIVe siècle. Cette histoire, elle a vraiment marqué les esprits, surtout que ça avait pris des proportions totalement dingues. Les morsures sont immenses, les habits déchirés, les membres arrachés et parfois même la tête décapitée. Et ce qui effraie le plus les gens, c'est qu'au final, la bête évite parfois le troupeau pour se jeter directement sur les humains. La peur gagne de plus en plus la région et les battues ne donnent rien. L'évêque Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, qui est aussi comte de Gévaudan, lance un appel aux prières et à la pénitence. En effet, dans ses appels, il parle de la bête comme un fléau envoyé par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Cthulhu ! La presse s'empare alors de l'affaire et va multiplier les articles, notamment dans la Gazette d'Avignon. Le rédacteur va broder autour de témoignages qui sont de plus en plus nombreux, et parfois, faut l'avouer, assez peu fiables, et va grossir le trait et échafauder énormément de théories autour. Oh, comme quoi, la presse, ça a pas tant changé depuis 250 ans. On parle tantôt d'un loup gigantesque, tantôt d'un mi-homme, mi-bête, ou alors juste d'un cannibale avec une peau de loup. Au final, c'était quoi la bête du Gévaudan ? Parce que même encore aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr. C'était vraiment un loup ? Après tout, c'est vrai, il était vraiment grand pour un loup. Et les gens n'arrivaient pas à dire définitivement que c'en est un, puis il était quand même sacrément intelligent. Il esquivait toutes les battues, attaquait directement l'homme parmi le bétail. Alors, il y a plusieurs théories. Déjà, on parle d'une famille de loups, ou d'une meute de 4 ou 5 membres à peu près. Ça expliquerait que la bête soit vue à des lieues de l'endroit où on cherchait. Ou alors un hybride entre le chien et le loup. Les chasseurs disaient au final qu'il ressemblait plus à un chien qu'à un loup, et on n'avait jamais vu de loup avec de telles couleurs. Mais
On a parlé d'une tête assez ronde, d'un pelage marron clair avec une bande noire dans le dos, des poils hirsutes sur la tête. Ça vous rappelle rien? Et si je vous mets ça? Je trouve pas ça drôle, Ed. Ouais, une des théories qui était présente même pendant les attaques serait que la bête est un animal exotique et plus particulièrement une hyène. Mais que fout une hyène ici? Apparemment, elle se serait échappée d'un propriétaire fortuné. Et même pour appuyer l'hypothèse de la hyène, on pouvait trouver au Jardin des Plantes un petit fascicule qui désignait la hyène comme ceci. Ce féroce et indomptable animal est rangé dans la classe du loup-cervier. Il habite l'Égypte, il parcourt les tombeaux pour en arracher les cadavres. Le jour, il attaque les hommes, les femmes et les enfants et les dévore. Il porte une crinière sur son dos, barrée comme le tigre royal. Celle-ci est de la même espèce que celle que l'on voit au cabinet d'histoire naturelle et qui a dévoré dans le Gévaudan une grande quantité de personnes. La hyène n'a pas été le seul animal exotique qu'on a pris pour la bête. Il y a aussi le glouton, ou Wolverine en anglais. Ah, ça aurait pu. On parle d'un, voire même plusieurs thylacines. Évidemment, les cryptides ont aussi leur place dans les théories. On parle par exemple de Mesonychia, qui est une espèce de loup très musclé qui est censé avoir disparu. Ou alors un Ebris canisdirus, qui lui aussi est une espèce de loup qui devait avoir disparu à l'époque. Même aujourd'hui, les spéculations vont bon train et on parle même de puma. Mais et si c'était tout simplement l'œuvre de l'homme? Vous vous en doutiez, hein? Évidemment qu'on a aussi suspecté des sadiques. En effet, il fallait l'être pour monter une telle idée. Et les agissements de la bête étaient parfois similaires à l'homme. Éviter les battus, attaquer directement l'humain. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur le sujet persuadées que c'était un homme. Par exemple, le docteur Puech accusait des sadiques, puisqu'on voyait des mises en scène macabres où on décapitait, où on abandonnait les corps nus en semant les vêtements. Difficile pour un loup de faire ça. Ou sinon Marguerite Haribo. Non, pas celle-là. Haribo Farrière, qui n'accusait non pas un, mais des sadiques, se faisant passer pour un loup-garou. Peut-être que nous avons la tête, mais les témoignages parlent quand même d'une bête. Et c'est difficile de confondre les deux. Et si c'était tout simplement un maître et son chien? Eh bah, croyez-le ou non, cette théorie vient à la base d'un roman de 1936. Bon, ok, à la base c'était présenté comme étant les mémoires d'un paysan qui se remémorait cette période qu'il a passée dans le Gévaudan. Et dans ces mémoires, il y a de gros sous-entendus sur un certain Antoine Chastel, le fils de celui qui aurait donc tué la bête, qui aurait été fait prisonnier, castré et qui serait revenu dans la région pour élever des molosses. En 1988, Raymond Francis Dubois, membre d'une association animale, a une hypothèse. Et si c'était un chien de guerre? Donc un chien dressé? Et il y a même une preuve supplémentaire. Parce que je vous rappelle que les gens parlent quand même assez souvent d'une grande raie noire dans le dos. Sur les rapports qui parlent de la dépouille de la bête, il n'y a pas de raie noire dans le dos. Selon lui, c'est Chastel qui aurait élevé la bête, sous les ordres d'un noble du Gévaudan sous haute protection, Charles. C'est toujours les Charles. Toujours. En effet, ce fameux comte, un militaire déchu, était calculateur et sans scrupules. Avec ses attaques, il pouvait assouvir sa vengeance et sa soif de puissance frustrée. Cette théorie va être reprise par plein d'auteurs qui, à tour de rôle, parlent de ce comte Charles de Morangès comme d'un officier médiocre, taré, honte de la noblesse locale, désespoir de son père et bourreau de ses frères et sœurs. Bien que ce comte ait dilapidé la fortune familiale en se fâchant avec ses frères et en se retrouvant avec des huissiers aux fesses, à part qu'il apparaît dans ses fausses mémoires, il n'y a rien qui le relie à la bête du Gévaudan à part qu'il était de la région. Des années après ces fausses mémoires, c'est le journaliste et défenseur des animaux Gérard Menatori qui les reprend pour innocenter le loup. Il accuse à la place une hyène et donc Antoine Chastel. Et même si cette théorie est réfutée après des recherches sur la famille, Menatori continue dans son idée et refuse d'accuser un animal parce qu'il est persuadé qu'il y a forcément un maître derrière ça. De plus, il y a des arguments qui sont primitifs, qui sont assez logiques. En effet, on observe assez peu de décapitation de la part des animaux parce que la tête, c'est pas très nourrissant au final, hein. Et on n'est même pas sûr que la mâchoire d'un loup ait cette puissance. Après, il y a aussi une théorie qui accuse Jean Chastel, donc le père d'Antoine, celui qui a directement tué le loup, d'avoir couvert une portée de loup hybride dressé à tuer. Selon cette idée, Antoine, pris de remords après la mort d'une jeune fille après une énième attaque, serait allé se confesser au curé du coin, qu'il aurait convaincu d'arrêter ce massacre et avec l'aide du marquis d'Apcher, aurait organisé une scène de battue et la fameuse mise à mort de la bête. Mais il n'y a pas que les Chastel qui ont été accusés. On a aussi pensé que c'était un sorcier, un traumatisé de la guerre de 7 ans, des vagabonds attirés par la construction d'une route importante, ou des descendants voulant venger leurs ancêtres. Au final, il y a énormément de théories et on ne saura vraiment jamais ce qu'était la bête du Gévaudan. Un loup? Un loup-garou?
Un tueur en série? Un fou avec un animal? Libre à vous de choisir. Quoi qu'il en soit, vous vous en doutez bien, la bête a énormément marqué les gens et de ce fait la culture. Déjà dans la région, on peut retrouver énormément de statues ou de musées en référence avec la bête. Il y a aussi eu pas mal de jeux, que ce soit des jeux de société ou des jeux de plateau ou des jeux vidéo. Par exemple, il y a un jeu vidéo de 1985 sous forme textuelle où on joue nous-mêmes le loup, donc cette fois-ci un loup-garou qui doit trouver un moyen de se guérir. Dans les jeux de plateau, il y a des jeux d'enquête où on doit enquêter sans se faire dévorer par la bête. Et non Jamie, c'est pas le loup-garou, c'est un jeu de Scotland Yard où l'un des joueurs est le coupable et les autres doivent le démasquer. Ouais ok, c'est un peu comme le loup-garou, mais je vous promets c'est pas ça. Ou sinon il y a Atmosphere où on incarne directement la bête. Et d'ailleurs, gros cœur love sur ce jeu, la version de 2004 était trop bien. Qui parmi vous a le plus de clés? Répondez! À la télé et au cinéma, il y a aussi eu pas mal d'œuvres, notamment un téléfilm de 1967, plutôt fidèle, qui a un nom très original, La Bête du Gévaudan. Vous pouvez d'ailleurs le trouver en entier sur la chaîne de Lina, je vous mets un lien en description. Il y a aussi au cinéma Le Pacte des loups en 2001. Bon, on n'est pas obligé d'en parler, contrairement au téléfilm qui lui est vraiment cool. Il a eu énormément de succès à l'étranger, mais il est pas vraiment fidèle à la vraie histoire du Gévaudan. Des chansons, des bandes dessinées, des romans, des reportages. En vrai, il me faudrait une seconde vidéo rien que pour parler de tout ce qu'a engendré la bête du Gévaudan. Mais est-ce que vous saviez que d'autres bêtes ont terrifié la France ailleurs que dans le Gévaudan? Il y a aussi la bête du Val-de-Loire qui en 12 ans a tué 147 personnes et surtout des femmes et des enfants. Il y a aussi la bête de Benay dans la région de Tours ou la bête des Cévennes. Encore plus récemment, on peut même parler de la bête des Vosges qui a terrorisé des gens pendant les années 70. Même dans la région de Lyon, donc pas si loin que ça du Gévaudan, on dénombre des attaques une dizaine d'années avant notre star. Alors, pourquoi est-ce que c'est la bête du Gévaudan qu'on a tant gardée en mémoire? Peut-être parce que le mystère a traversé les âges. Et on n'est toujours pas sûr de ce qu'était la bête. Et que bon nombre de théories ont été proposées. Que ça soit de la plus simple, en passant par la magie, voire la folie. Sur ce, faites attention aux grosses bêtes poilues et on se retrouve... Oups.